Bonsoir à tous, bienvenue sur i24 News. C'est l'heure de votre rendez-vous avec le sport avec Lise Barenbaum. Tout au long de cette émission, Lise, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là aujourd'hui. Mesdames, messieurs, restez avec nous. Le programme est chargé. Je vous propose d'ouvrir cette émission par les nominations au Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo, le Portugais du Real Madrid, et Lionel Messi, l'Argentin du FC Barcelone, par surprise. Ces deux-là se partagent la récompense depuis 2008. Et bien pour cette édition 2015, ils sont rejoints par le gardien de but des champions du monde allemand et du Bayern de Munich, Manuel Neuer. L'un d'eux donc recevra la récompense du meilleur joueur de football de l'année le 12 janvier prochain à Zurich. Alors lequel des trois remportera ce vote qui prend en compte les suffrages des journalistes, de certains capitaines et des sélectionneurs? La question est de savoir dans quelle mesure la Coupe du Monde va peser dans le choix des votants. Mathieu Topman dresse les forces et les faiblesses de chacun des nominés. Regardez. Le Ballon d'Or, ce trophée si convoité, si prestigieux, si médiatisé, symbole de l'excellence individuelle au sein d'un sport collectif. De la liste des 23, il ne reste maintenant plus que 3 joueurs. Un trio hors du commun qu'il faudra pourtant départager. Alors lequel est votre préféré? Cristiano Ronaldo, Léo Messi ou bien Manuel Neuer? Il est beau, il a 28 ans et il a déjà tout gagné. Le Portugais Cristiano Ronaldo est au sommet de sa carrière. Grand gagnant de l'édition 2013 du Ballon d'Or, le joueur du Real Madrid a tout fait pour réaliser le doublé. Vainqueur de la Ligue des Champions, la fameuse décima où il a terminé meilleur buteur avec 17 réalisations. Également sacré lors de la Coupe du Roi. Ronaldo a un palmarès et des statistiques incroyables. Seul bémol, sa Coupe du Monde complètement ratée où le Portugal a été éliminé dès la phase de poule. Derrière lui, on retrouve son meilleur ennemi, Léo Messi. C'est bien simple, c'est la 8e fois en 9 ans que l'Argentin et le Portugais se retrouvent sur le podium. La Pulga n'a rien gagné cette année, second en Liga, éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions. On a bien failli croire au miracle, mais l'Argentine a perdu en finale de Coupe du Monde face à l'Allemagne. Aucun trophée, et pourtant, toutes ses chances de l'emporter. Des buts à l'appel, Messi est devenu il y a peu le meilleur buteur de l'histoire de la Liga et de la Ligue des Champions. Plus en retrait, on retrouve Manuel Neuer, le gardien allemand. Un poste moins médiatisé et qui statistiquement a moins de chances d'être primé au Ballon d'Or. Neuer est le premier gardien à intégrer le top 3 depuis Gianluigi Buffon en 2006. Mais cette année, le portier du Bayern Munich a toutes ses chances. Champion de Bundesliga, vainqueur de la Coupe d'Allemagne et surtout champion du monde avec la Nationalmannschaft. Un palmarès qui a de quoi faire frémir ses deux concurrents. Ils sont 3 rois pour un trône, l'élite du football, les meilleurs joueurs du monde. De Messi, Ronaldo ou Neuer, il n'en restera plus qu'un. Résultat de ce combat acharné, le 12 janvier prochain. Allez, plus qu'un petit mois pour la fin du suspense. L'attaquant brésilien de Bastia, Brandao, a été condamné à 1 mois de prison ferme pour son coup de tête sur Thiago Motta. Il avait écopé d'une suspension de 6 mois par la Ligue de football professionnel. Je vous rappelle les faits. Le 16 août dernier, quelques instants après la fin du match PSG-Bastia au Parc des Princes, Brandao avait attendu Thiago Motta dans le couloir qui menait au vestiaire. Et sur les images de la caméra de surveillance, on le voyait très clairement s'avancer vers lui et lui donner un bref coup de tête. Ce geste avait valu à Thiago Motta une fracture du nez. C'est la première fois qu'un joueur est condamné à une peine de prison. Pourtant, des coups de tête, il y en a eu de nombreux, et pas seulement entre joueurs. Regarde. Brandao est-il un bouc émissaire? Après sa condamnation à 1 mois de prison ferme, la dureté de la justice étonne. Le joueur brésilien n'est pas le seul à avoir commis le péché du coup de tête. En football, l'acte est malheureusement commun et les plus grands ont fauté. On a certainement voulu faire un exemple. Mais l'argumentation du tribunal qui, en expliquant la sanction, a consisté à dire qu'on ne pouvait pas accepter la violence dans les stades me paraît peu opérant parce qu'il faut distinguer les faits pour lesquels Brandao était jugé de tous les événements qu'on peut relever dans les stades et faits de violence. Parmi les plus célèbres, Zinedine Zidane a marqué son époque en 2006. Lors de la finale de la Coupe du Monde, le meneur de jeu français assène un coup dans la poitrine du joueur italien Marco Materazzi.
Le défenseur aurait insulté sa sœur. Zizou écope d'un carton rouge pour le dernier match de sa carrière internationale. Un geste qui a même été immortalisé par le sculpteur Adel Abdesemed et exposé à travers le monde, dont notamment le centre Georges Pompidou à Paris. Mais les agressions ne concernent pas toujours des rivaux. Lors de la dernière Coupe du Monde au Brésil, l'équipe du Cameroun a été le théâtre d'une rixe entre Benoît Assou-Ekotto et Benjamin Mukanjo. En phase de poule face à la Croatie, le défenseur se dirige vers son partenaire et le frappe. Une dispute qui se poursuit dans les vestiaires, malgré la médiation de Samuel Eto'o. Autre fait marquant lors de la Coupe du Monde, Pépé, la bête sauvage de la Seleção. Énervé par un début de match catastrophique contre l'Allemagne et une simulation de Thomas Müller, il attaque le joueur allemand et est puni par un carton rouge. Mais les joueurs ne sont pas les seuls à perdre les pédales. Cette année, l'entraîneur de Newcastle en Angleterre, Alan Pardew, s'en est pris au joueur de Hull City, David Meyler. Pardew s'en sort avec une expulsion et 7 matchs de suspension. Le genre de sanction qui fait aujourd'hui crier l'avocat de Brandao à l'injustice. Je pense que si on prend la jurisprudence des tribunaux correctionnels, celui de Paris ou d'autres tribunaux dans des situations similaires et qu'on enlève le costume de joueur de football, je ne crois pas qu'on ait des décisions de ce type, de peine d'emprisonnement. Qu'est-ce qui a conduit à cette décision? Je pense que c'est la démesure médiatico-judiciaire dont il a fait l'objet depuis le début, depuis maintenant quelques mois. La violence n'est pas un fait nouveau dans le monde du ballon rond. En match d'ouverture de l'Euro 1984, Manuel Amoros, excédé par un tacle du Danois Jesper Olsen, se fait justice lui-même. Il lui décoche un coup de tête alors qu'il est encore au sol à 3 minutes de la fin du match. Résultat, expulsion et suspension pour 3 matchs. Brandao a donc perpétué la tradition de certains de ses illustres aînés. Il en paie le prix fort aujourd'hui, peut-être pour décourager d'autres footballeurs de suivre son exemple. Et les accusations de corruption ou d'exploitation sur les chantiers du Mondial 2022 n'entament en rien l'appétit du Qatar qui s'est imposé comme un acteur incontournable du sport. Le sport, justement, qui est un outil de prestige pour ce petit émirat, mais immensément riche. Football, athlétisme, handball, rien n'échappe au pétrodollar. Regardez. À 2 pas du premier stade au monde équipé d'un système de climatisation, les ouvriers apportent les touches finales à l'arène Ali bin Hamad Al Attiyah de Doha. Construit en 18 mois, il accueillera dans quelques semaines les épreuves du championnat du monde de handball masculin. Il présente lui aussi des fonctionnalités innovantes. Nous essayons de placer toujours la barre très haut en termes d'innovation. Et je suis sûr que n'importe quelle technologie qui sera utilisée après un certain temps au Qatar, peut-être lors du prochain événement, deviendra une norme pour d'autres événements. Nouveau stade, métro, autoroute et même une nouvelle ville en construction au milieu du désert. Selon un rapport publié en 2013 par le cabinet Deloitte, le Qatar aurait prévu de dépenser 200 milliards de dollars pour se préparer à l'accueil de la Coupe du monde de football de 2022. Malgré les polémiques sur les conditions de travail des ouvriers sur ces chantiers et la chaleur accablante qui y règne l'été, le riche émirat ne cesse de se voir confier l'organisation de grands événements sportifs. Dernier exemple en date, les championnats du monde d'athlétisme qui auront lieu à Doha en 2019. Le Qatar aurait dépensé 37 millions de dollars pour promouvoir sa candidature. Dans un mix marketing, si je puis dire, de diversification, un portefeuille varié d'investissement d'un pays ou d'une entreprise, il est normal que l'on mette le sport, tout simplement parce que c'est aussi un merveilleux outil de progrès social et de développement économique. Des villes entières se sont transformées grâce au fait d'accueillir des grandes activités ou des grandes manifestations sportives. Le marché généré par l'organisation de ces tournois attire des hommes d'affaires du monde entier. Une délégation de chefs d'entreprise français était à Doha pour un voyage de prospection. Je pense que véritablement, c'est une terre extrêmement prometteuse, un pays extrêmement dynamique, avec une capacité à pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir les moyens de son ambition, de ses ambitions. Nouvelle vitrine de la puissance financière du Qatar, les compétitions sportives fédèrent la société qatari et rendent le pays incontournable sur la scène internationale grâce à ses investissements et sa volonté d'innover. Mais il lui faudra continuer à affronter les accusations de corruption liées au Mondial 2022, le dossier pouvant rebondir à tout moment.
Et la bataille ne fait pas seulement rage sur les terrains de football. À l'heure de la révolution numérique, footballeurs et clubs se livrent une guerre sans merci sur les réseaux sociaux à coups de tweets et de photos postées en direct. Les acteurs du football se construisent une réputation et n'hésitent pas à ouvrir leur intimité aux fans. Mais attention à bien maîtriser son image, un accident est très vite arrivé notamment sur Facebook. On regarde le reportage de Lise Barenbaum et on en parle évidemment avec vous après. Le football est maintenant une entreprise globale. Produits dérivés, droits télévisuels et maintenant présence sur Internet. S'ils s'affrontent sur les terrains depuis toujours, les footballeurs luttent maintenant pour la domination sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, Twitter ou Instagram, la recherche du like ou du follower fait rage. En haut du podium, on retrouve l'indestructible CR7. Cristiano Ronaldo et ses 100 millions de likes sur Facebook est le champion incontesté. J'ai finalement atteint les 100 millions de fans sur Facebook. Il devance ses rivaux du Barça, Léo Messi avec seulement 75 millions d'amis et Neymar avec 48 millions. Du côté des clubs, le PSG règne sur l'Hexagone avec ses 14 millions de fans, mais il reste un nain face aux grosses cylindrées européennes. Qui peut faire mieux que le Barça, adulé par 77 millions de fans, ou Manchester United, soutenu par 60 millions d'internautes? Des classements qui ne reflètent pas toujours la réalité sportive. Léo Messi garde 2 ballons d'or d'avance sur Ronaldo, et c'est bien l'Atlético Madrid qui est champion en titre d'Espagne malgré ses ridicules 8,7 millions de fans sur Facebook. La meilleure équipe actuelle sur le vieux continent, le Bayern Munich, se contente quant à elle de 22 millions de followers, soit 3 fois moins que Manchester United, 4e de Première Ligue, alors que son voisin Manchester City, champion en titre, réunit 44 millions d'amis. Mais en 2014, être présent sur les réseaux sociaux est devenu un instrument de survie financière. Incontournable, cette présence donne de la visibilité. La proximité avec le supporter l'entraînera peut-être à acheter un billet ou un maillot. Les joueurs deviennent des produits médiatiques et gare à ceux qui gèrent mal leur profil. Samir Nasri n'a pas arrangé son cas en équipe de France à cause des incartades de sa compagne envers Didier Deschamps. Il a beaucoup de qualités, mais qu'aujourd'hui, ses performances en équipe de France, elles ne sont pas à la hauteur de celles qu'il réalise avec Manchester City. Et au fait, du statut. Il est important là-bas, il a un statut de titulaire. En équipe de France, c'est pas le cas. Et par rapport à ça, c'est pas évident. Ce sont avant tout le nombre de commentaires et de partages qui augmentent la valeur 2.0 des équipes, mais aussi la notion d'appartenance à une communauté. L'OM avec 3,7 millions de fans ou le LOSC avec 500 000 réussissent tout autant sur Facebook à insuffler cette dynamique que les meilleures équipes européennes. Quoi qu'il en soit, un like sur Facebook ou un follower sur Twitter ne garantit pas le succès sportif. Alors Lise Barenbaum, s'il y a eu un événement qui a fait exploser les réseaux sociaux cette année, c'est bien la Coupe du Monde. Et oui, pendant la compétition, plus de 500 millions de personnes ont liké une page liée au football, que ce soit à une équipe, un club ou un joueur. Et Facebook avait même lancé une plateforme entièrement dédiée à l'événement qui s'appelait Trending World Cup. Donc c'était une page qui rassemblait tout le contenu lié au tournoi. Donc il y avait des résumés de matchs, des cartes interactives et plein d'autres choses. Et puis il y a eu aussi Twitter, évidemment, qui a explosé pendant le mondial. C'est devenu une mine d'informations puisque les joueurs tweetaient en direct, donc on a eu accès à des infos confidentielles qui sortaient des vestiaires. Imaginez-vous si on avait eu accès à Twitter en 2010 lors du scandale du comportement des Bleus en Afrique du Sud. Alors justement, quels ont été les posts les plus fameux pendant ce mondial? Alors il y a eu beaucoup de posts liés à Neymar qui a été blessé, on s'en souvient, beaucoup de messages de soutien de joueurs qui lui ont souhaité un prompt rétablissement, par exemple Messi, son coéquipier au Barça, mais il y a eu aussi David Luiz qui lui a souhaité de se rétablir. Et puis Messi s'est particulièrement illustré sur Facebook et sur Instagram. On a eu droit à une belle photo lors de son anniversaire où il nous a dit « Moi j'aimerais pour mon anniversaire remporter le mondial ». Bref, c'est aussi un exutoire et une façon de décompresser pour les joueurs, les réseaux sociaux. En tout cas, le problème de ces réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a quasiment pas de contrôle. Ça peut déraper vite fait. Oui, on en parle dans le sujet. Samir Nasri a souffert des écarts de conduite de sa petite copine. Et par exemple, si des joueurs comme Ronaldo dérapaient sur les réseaux sociaux, eh bien, il y aurait des enjeux financiers considérables qui seraient mis en jeu et ça serait extrêmement grave. D'ailleurs, ce sont souvent des professionnels qui gèrent les comptes des joueurs, des community managers.
pour qu'il n'y ait pas d'impair. Par exemple, si un joueur était sur Tinder, qui est une application qui permet de rencontrer des amoureux ou des amoureuses en ligne, et qu'un prétendant le rendait public, eh bien évidemment ça causerait un scandale énorme. En tout cas aujourd'hui c'est quand même la communication 2.0 qu'on retient, puisque s'il y a une photo qu'on va retenir de la finale du mondial, eh bien c'est celle évidemment tweetée où on voit Angela Merkel par exemple dans les vestiaires avec les footballeurs allemands. Oui, c'est vrai que celui-là était collector. Merci beaucoup Lise Barenbaum. C'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence, Lise, tout au long de cette émission. Que le temps passe vite en votre compagnie, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour encore plus de sport. En attendant, laissez votre commande où elle est. Surtout, ne zappez pas, restez avec nous.